du 13h15, dans la perspective de la modification de la Constitution au Burkina, la société civile donne sa contribution. Réunie hier autour du CJD, le Centre de gouvernance démocratique, elle a fait des amendements sur les articles visés par la révision. Et puis le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a lancé ce matin à Tinkodogo les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Koupela, Bitou, frontière du Togo d'un niveau très dégradé. La réhabilitation de la route va apporter un soulagement aux usagers de la voie. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le président du Conseil économique et social vient de remettre son rapport ce matin au chef de l'État burkinabé. Ernest Nyonli était accompagné à l'occasion d'une délégation de conseillers. Le rapport met l'accent sur la défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique. Il propose des solutions pour une société burkinabé de paix soutenue. Pascal Kané. 30 recommandations pour venir à bout de l'incivisme au Burkina Faso. Le constat des 90 conseillers du Conseil économique et social est sans appel. Les Burkinabés défient de plus en plus l'autorité publique avec des conséquences dommageables pour la société. Ce document remis au chef de l'État contient des propositions de solutions à ce phénomène d'actualité. Au Burkina Faso, nous avons une amplification et une accélération, je dirais presque, de défiance vis-à-vis de l'autorité publique. Cette défiance gagne pratiquement toutes les couches de la population. Cette défiance se manifeste dans pratiquement toutes les localités, les grands centres urbains, les chefs-lieux de province, les communes rurales même. Et donc, le constat est que si nous ne trouvons pas de solution pour mettre en place des mécanismes capables d'arrêter ou en tout cas de ralentir cette montée en puissance de la défiance de l'autorité publique, je pense que c'est une menace qui va déstabiliser la société burkinabé. Les recommandations vont à l'endroit du pouvoir exécutif, des partis politiques, des autorités coutumières et religieuses, de la presse, mais aussi des citoyens. En recevant le document, le président du Faso a félicité le CIS pour cet esprit d'anticipation. Il a par ailleurs assuré qu'il mettra tout en œuvre pour que les recommandations faites par l'institution en ce qui concerne les pouvoirs exécutifs puissent être appliquées. Il a dit que le gouvernement, il allait s'engager avec le gouvernement pour prendre connaissance du rapport et envisager, bien sûr en nous consultant, envisager avec les autres acteurs auxquels s'adressent les recommandations dont je viens de vous parler, qu'on puisse effectivement mettre en route un certain nombre de mesures consensuelles, de mesures, je dirais, collégiales, pour pouvoir donc commencer à éradiquer progressivement. Il faut savoir que ça va être une lutte de longue haleine. Le contenu du document sera dévoilé dans les jours à venir lors d'une conférence de presse. Une tournée dans les 13 régions est également prévue pour faire connaître et expliquer le contenu du rapport du CIS au public burkinabé. Dans l'actualité de ce matin également, le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, ouvre un débat sur la révision de la Constitution en cours. Il était question de réunir les amendements des organisations de la société civile par rapport à la modification proposée. Ces différentes propositions seront transmises au CEFOP et à l'Assemblée nationale. Sur la cinquantaine d'articles concernés par la révision, c'est l'article 266 bis qui a focalisé l'attention des participants. Le compte-rendu est signé Adama Koulibaly. La révision du code électoral introduit à l'Assemblée nationale ce 21 octobre prend en compte les principales recommandations de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, selon le conférencier Abdul Karim Sango, enseignant. Cette conférence débat a été organisée par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, dans le but de recueillir les amendements de la société civile par rapport aux différentes propositions contenues dans la révision. Sur les 54 articles concernés par cette modification, l'article 266 bis est celui qui a le plus focalisé l'attention des participants. L'article dit en substance qu'en cas de difficultés graves au niveau de la CENI, le ministère chargé des libertés publiques, c'est-à-dire dans notre contexte, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, va être l'organe compétent pour l'organisation des scrutins. Il prendra simplement le soin d'informer le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Donc en fait, on ne requiert pas leur avis. Je suis content de leur tenir informé de ce qu'il y a des difficultés. Évidemment, c'est une disposition qui viole la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la déclaration de Bamako. Tous ces textes
exige des États qui ont ratifié, que les organes chargés de l'organisation des élections soient des organes indépendants. La société civile a décidé, tout en saluant les avancées positives contenues dans le code électoral, pour certains aspects, ils ont décidé de se focaliser sur la contestation de cet article, évidemment, qui nous fait reculer beaucoup d'années en arrière. D'autres points, par contre, semblent avoir un écho favorable auprès des acteurs de la société civile. L'âge minimum pour occuper un poste au sein de la CENI qui passe de 35 ans à 21 ans, la prise en charge des délégués par composante dans les bureaux de vote, la conservation des bulletins validés lors des différents scrutins en cas de contentieux. Une autre proposition est de ramener les heures de fermeture des bureaux de vote de 18h à 16h. Ces différentes recommandations devraient être transmises d'une part au chef de file de l'opposition politique et d'autre part à l'Assemblée nationale pour le vote de la révision de la Constitution qui interviendra probablement le 30 octobre prochain. À l'Assemblée nationale, il est question de relations de coopération avec l'Agence de coopération turque. Une coopération qui s'est traduite par la mise en œuvre d'un projet de rénovation du cadre de l'Assemblée nationale en cours. La délégation turque a pu rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui faire un rapport d'étape. Anatole Nakoulman, Sylvain Vebamba. La modernisation de l'Assemblée nationale se poursuit à travers des aménagements d'espace et d'infrastructures ainsi que des acquisitions d'équipements. La Turquie, à travers son agence de coopération internationale, apporte une forte contribution grâce à un projet en cours de réalisation. C'est pour faire le point de sa mise en œuvre que le 3e secrétaire de l'ambassade de Turquie au Burkina et un expert de la TICA étaient chez le président de l'Assemblée nationale. On fait un projet de coopération, de donation entre notre agence et l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Et alors, on a débuté notre projet. Alors, nous avons fait une séance pour transférer de l'information sur les évolutions et des étapes de notre projet. Un projet qui marque la concrétisation de relations de coopération appelées à se renforcer au bénéfice des institutions partenaires et au-delà des peuples turcs et burkinabés. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao a lancé ce matin à Tinkodogo les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Koupela-Bitou, frontière du Togo. Une route communautaire qui a une très grande importance dans le trafic routier entre le Burkina Faso et le Togo. Longue de 160 km, la réhabilitation de la route va apporter un soulagement pour les usagers de la voie. Badaniel Kambou. Voici la route nationale numéro 16 dans son tronçon Koupela-Tinkodogo-Bitou-Sankinsé, frontière du Togo. Sa dernière réhabilitation date de 1992, soit exactement 22 ans de cela. À l'époque, la durée d'amortissement des travaux effectués était estimée à 25 ans. 3 ans avant l'expiration de cette échéance, voici dans quel état elle se trouve. Pour les spécialistes, cette dégradation avancée trouve son explication dans le volume de trafic qu'elle accueille. Il y a eu une dégradation accélérée. C'est imputable en fait aux surcharges. Nous avons environ 1600 véhicules jour, constitués d'environ 60% de poids lourds. Donc si on fait le calcul rapidement, on avoisine près de 600 véhicules de poids lourds par jour. Donc en matière de poids lourds, on peut même dire que c'est l'une des routes les plus chargées. C'est donc dans cet état que de nombreux camionneurs et autres acteurs du trafic l'empruntent tous les jours, de jour comme de nuit. La pont là, on n'a pas de situation. Sinon, la pont là, vraiment, on doit dévier. La pont là est trop descendue. Ça là, c'est un grand problème même. Si tu prends le poids seulement, il faut faire premier, un peu, la parentie devant pour tenir guidé. S'il y a la pluie quoi. Mais s'il n'y a pas la pluie, tu fais un peu, pour que tu sors. Mais la pont, c'est mieux comme ça. Et le pont a déjà parti, mais on continue de passer sur le pont. Donc c'est risquant. Donc de jour en jour, tout peut arriver. Donc, mais on est obligé de passer sur ça. En plus d'apporter un plus à la qualité du trafic, les travaux de réhabilitation de cette voie, qui seront bientôt une réalité, sont déjà favorablement accueillis par les bénéficiaires des villages et communes traversés. Au-delà en tout cas de cette traversée, nous avons des bretelles
que nous allons bénéficier dans le cadre de ce projet, notamment la bretelle, l'ancien péage au commissariat. Il est prévu que cette fois soit reprise, et aussi des bretelles à l'intérieur de la ville. Et non content de cela aussi, la commune pourra voir comment nous pourrons aussi arranger certaines voies. L'axe Koupela-Tenkodogo-Bitou-Sankense, frontière du Togo, est le principal corridor routier d'importance pour le Burkina Faso. 96% des importations du pays par la route passent par là. Sa réhabilitation, qui sera bientôt lancée, s'inscrit au programme prioritaire d'action communautaire de l'UEMOA. On en vient à la page entretien de ce journal. Je reçois M. Bernard Zougouri, secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Bonjour M. Zougouri et merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Je rappelle également que vous êtes le président du comité d'organisation de la rencontre secteur privé-gouvernement qui se tient depuis environ 14 éditions à présent à Bobo-Dioulasso chaque année. Et c'est donc désormais une tradition pour le secteur privé et le gouvernement de se retrouver dans la capitale économique pour discuter des problèmes et des préoccupations qui les concernent. Absolument. Mais déjà pour la 13e édition, des recommandations avaient été faites au jour d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Alors, bien sûr, pour la 13e édition qui a eu lieu l'année dernière, effectivement, il y a eu 110 recommandations et préoccupations exprimées par le secteur privé. Alors, sur ces recommandations, les départements concernés ont pris les dispositions pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, le comité technique paritaire qui a apprécié la mise en œuvre de ces recommandations a résolument reconnu que le niveau est satisfaisant. Donc, c'est pour dire que le gouvernement a bien écouté les recommandations, a mis en œuvre les recommandations et pris des engagements pour la promotion du secteur privé. Donc, oui, le niveau est satisfaisant à ce jour. Et la rencontre de cette année, la 14e édition, débute le 27 octobre prochain. Absolument. La 14e édition aura lieu les 27 et 28 octobre à Bobo-Dioulasso, sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Alors, le thème de cette année porte sur la problématique du financement des petites et moyennes entreprises, enjeux, défis et perspectives. Alors, comme vous le savez, le gouvernement s'est engagé depuis un bout de temps dans l'amélioration du climat des affaires. Et c'est dans cette dynamique que le thème de cette année a été choisi pour discuter un peu avec le secteur privé du problème récurrent, qui est le problème de financement, surtout de nos petites et moyennes entreprises, et voir avec les acteurs du secteur financier comment est-ce que nous allons nous donner la main pour véritablement venir en aide à ces acteurs, à ce secteur privé, à ces petites et moyennes entreprises qui ont des difficultés pour obtenir des financements pour développer leurs activités. Donc je dis que durant cette rencontre, il y aura des propositions, il y aura des recommandations fortes et nous sommes certains que le gouvernement va prendre des dispositions pour véritablement accompagner les petites et moyennes entreprises. Justement, pour le financement des petites et moyennes entreprises, souvent c'est les banquiers, ceux qui ont le cordon de la bourse, qui sont visés, ils ne veulent pas prendre des risques. Et à ce niveau, concrètement, qu'est-ce que la rencontre va constater? Alors, nous avons, avant cette rencontre, organisé des rencontres sectorielles. Ça veut dire que nous avons rencontré les acteurs du secteur des banques. Alors, ils ont évoqué les difficultés, c'est-à-dire que pour ces acteurs, les dossiers qui sont soumis par les petites et moyennes entreprises sont des dossiers qui ne sont pas le plus souvent bancables. C'est-à-dire que les informations qui sont contenues ne sont pas très fiables. Alors, les garanties ne sont pas solides et les fonds propres, en fait, de ces petites et moyennes entreprises sont plus ou moins à des niveaux très bas. Alors, nous allons voir avec ces acteurs comment est-ce que, au-delà de tout cela, comment est-ce qu'on peut les aider à obtenir des financements auprès de ces banques. Alors, pour cela, il y a un certain nombre de structures qui existent déjà sur la place. Nous avons la SOFIGI, par exemple, la Société financière de garantie interbancaire, qui est là, qui joue le rôle d'intermédiaire entre ces acteurs privés, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, et les banques. Nous avons aussi d'autres agences, l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, qui a également un certain nombre de fonds qui met à la disposition des acteurs du secteur privé.
Il y a aussi le Fonds de Burkinabé de développement économique et social qui est également là, qui accorde des prêts à des taux vraiment acceptables à ces acteurs. Alors l'un dans l'autre, s'il s'agira de mettre cela dans un panier et voir comment est-ce que nous allons coordonner ces actions pour aider un tant soit peu nos secteurs privés à obtenir quand même des financements pour développer leurs activités. Justement, vous avez parlé de taux acceptables. Aujourd'hui, on sait que les taux constituent un goulot d'étranglement souvent pour ces petites et moyennes entreprises. On est pratiquement l'un des pays où le taux est le plus élevé. Absolument. C'est vraiment le problème que nous avons. Les petites et moyennes entreprises estiment que les taux accordés par les banques secondaires, puisque ça varie d'une banque à une autre, sont trop élevés et ça ne leur permet pas, bien sûr, de développer, de fructifier les affaires. Parce que quand tu dois payer des agios ou au moins des trucs assez élevés, ça grève quand même la rentabilité. Oui, on parle de 12% et c'est pour ceux qui ont bien négocié. Parfois, ça part à 14, 15. Absolument, absolument. Je crois que c'est ce que nous constatons sur le marché. Mais je pense que les banquiers aussi, à l'heure d'aujourd'hui, sont sensibles à cette situation et reconnaissent effectivement le rôle que les petites et moyennes entreprises jouent dans notre économie. Donc, c'est vraiment un marché potentiel pour ces banquiers. Et je pense que l'un dans l'autre, avec nos négociations, nous arriverons un jour à quand même limiter, à réduire un tant soit peu ces taux accordés au secteur. Justement, le thème se pose avec beaucoup d'acuité, d'actualité, et c'est une problématique actuelle, forcément des préoccupations, mais aussi des attentes, certainement, de part et d'autre, que ce soit les PME, PMI ou que ce soit le secteur financier, les banquiers, je veux dire. Absolument. Bon, les banquiers, ils veulent que des garanties, c'est-à-dire que lorsqu'ils mettent leur argent, ils vont être sûrs qu'ils vont avoir un retour de leurs fonds investis. Alors, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans cela. Alors, les secteurs privés aussi, les acteurs du secteur privé souhaitent avoir des crédits à des taux très bas pour les permettre quand même d'avoir des bénéfices de ce qu'ils vont faire. Alors, c'est vraiment pas facile à gérer, mais nous allons, avec les plus hautes autorités, voir comment est-ce que cela peut être concilié pour que, en tout cas, les deux parties chaque partie puisse avoir son compte. Oui, pour terminer, M. Zougouri, certains acteurs du secteur privé souvent se plaignent que les rencontres secteur privé-gouvernement se suivent et souvent se ressemblent. Pourquoi cet état de fait? Comment faire pour qu'effectivement, désormais, les choses ne soient plus comme avant? Non, mais je pense que lorsqu'on regarde un peu, on fait un recul dans le temps, et à la date de la première rencontre jusqu'à nos jours, on constate quand même qu'il y a eu beaucoup d'améliorations et le gouvernement a beaucoup concédé au secteur privé. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions, créé des institutions d'appui qui accompagnent le secteur privé. Lorsqu'on regarde la maison de l'entreprise avec ses démembrements, les CEFOR, les CEPAC, les CGA, autant de structures qui sont là pour aider le secteur privé. Ce sont les fruits des rencontres gouvernement-secteur privé. Aujourd'hui, nous sommes à la 14e édition. C'est vrai qu'à la 12e édition, nous avons fait le bilan des 10 années passées. Et on est arrivé à dire que non, en une journée, c'est un peu difficile. Il faut aller à 2 jours pour permettre au secteur privé d'exprimer ses préoccupations et aussi donner le temps au gouvernement de revoir ses préoccupations et faire des propositions assez concrètes. Donc aujourd'hui, nous sommes à 2 jours pour la rencontre. Une journée qui sera consacrée aux différentes discussions et on donnera le temps au secteur privé d'exprimer ses préoccupations et le gouvernement aussi, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, examinera ses préoccupations pour retenir en tout cas des éléments forts, ne serait-ce que 3 ou 4 éléments forts pour que le secteur privé sache que ce qui est fait, en tout cas ce que le gouvernement fait, c'est pour leur développement et je pense que nous sommes dans cette dynamique. Voilà, merci à vous, M. Zougouri. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Et vous êtes également le président du comité d'organisation de la 14e rencontre secteur privé-gouvernement qui va se tenir à Bobo-Dioulasso les 27 et 28 octobre prochains. Oui. Merci à vous d'être passé nous donner tous ces éclairages. Merci. Vous restez avec nous pour la suite du journal.
Et pour la suite du journal, le Burkina Faso lance un programme d'investissement forestier, un programme qui va miser sur les pratiques de développement de proximité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le pays compte 12 forêts classées et les actions de l'homme à présent pèsent sur leur préservation. Jonas Wemba. La déforestation et la dégradation forestière due à l'action de l'homme ou à la nature sont des maux dont souffre le secteur forestier au Burkina Faso. Et la conséquence directe de cet état de fait est l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement s'est engagé dans la gestion durable des forêts avec une forte implication des populations. Son engagement lui a valu aujourd'hui ce programme d'investissement forestier. Programme qui entend valoriser les ressources forestières de 32 communes riveraines des 12 forêts classées retenues. Sur les 8 pays bénéficiaires au monde, le Burkina est le seul pays sahélien à bénéficier de ce programme-là, pour 2 raisons essentielles. La raison, c'est que le Burkina a une grande expérience en matière de gestion participative des forêts en général, des forêts classées en particulier et des espaces boisés. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une meilleure gestion des forêts, maximiser le revenu que les populations tirent donc des produits forestiers et aussi augmenter la résilience des populations par rapport au changement climatique donc dans le cadre de la gestion de ces forêts-là. La réussite de ce programme-là sera un atout pour pouvoir répliquer dans d'autres pays de la région du Sahel. Les bénéficiaires du programme d'investissement forestier sont des communes, des ONG et groupements de gestion forestière et les populations riveraines. Le programme devrait à terme permettre à près de 950 000 personnes d'améliorer leurs conditions de vie par une augmentation des revenus tirés des forêts. Quand on prend la forêt de Tiogo dans la commune de Tenado, nous avons déjà l'exploitation du bois qui est régulée et la commune engrange des recettes par rapport à ça. Au niveau de la commune, cette année 2014, nous avons budgétisé plus de 2 millions de francs par rapport aux retombées des produits forestiers, notamment le transport de bois. Le programme d'investissement forestier est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable et plusieurs initiatives ont été prises pour garantir sa durabilité. Il s'agit entre autres du paiement pour services environnementaux et de la promotion des activités génératrices de revenus au niveau de chaque forêt. Vous le savez, le Burkina Faso met en œuvre une nouvelle approche dans son système éducatif. Il s'agit du continuum éducatif. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Éducation nationale réunit les maires des communes du Burkina afin de leur parler de la qualité systémique éducative centrée sur les écoles Lumière. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'elles vont apporter? Isaïe Parkouda pour des éclairages. Le projet Une lampe pour l'Afrique est né de la relation de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Ce projet a permis à des milliers d'élèves de bénéficier de lampes solaires pour leurs études. Ici réunis, les 43 maires des communes bénéficiaires seront formés non seulement sur la philosophie du projet, mais également sur les stratégies de mobilisation sociale, et cela dans une démarche de dynamisation de l'enseignement au Burkina Faso. Les zones d'intervention sont les zones, c'est les zones prioritaires, là où le taux d'éducation est le plus bas d'abord et où il n'y a pas d'électricité. Actuellement, le projet couvre toutes les régions du Burkina, puisque toutes les régions ont des localités très éloignées de l'électricité et il y a des zones prioritaires aussi. À l'heure actuelle, on est à plus de 112 000 lampes solaire et doté aux élèves. Le projet est en train de s'étendre cette année particulièrement et l'année 2015 qui s'annonce et la République de Chine-Taïwan a augmenté l'enveloppe budgétaire. Donc il y aura encore plus de lampes et à pourvoir pour les élèves. La présente formation voulue par le MENA et ses partenaires s'inscrit dans la perspective de l'émergence d'une nouvelle dynamique de gestion décentralisée dans les écoles avec l'implication des élus locaux. Et 3 jours durant, ils vont échanger sur la notion de l'école qualité, de l'école Lumière et le projet éducatif. Pour accompagner effectivement l'exploitation des kits sur le terrain, donc le projet a développé un module, une approche qu'on appelle approche qualité systémique éducative. L'armée burkinabé a 54 ans cette année, un anniversaire que les militaires veulent célébrer avec les civils. À Bobo Dioulasso, la hiérarchie militaire était face aux journalistes de la localité pour expliquer comment la fête va se dérouler. On fait le point avec Karim Sissé sur place à Bobo.
Depuis les événements malheureux de 2011, les forces armées nationales ne cessent de multiplier les initiatives à même de renforcer et de consolider les relations de confiance au sein de la Grande Muette et entre les forces de défense et de sécurité et la population. C'est dans cet esprit que la ville de Bobo-Dioulasso abritera pour la toute première fois les festivités de l'anniversaire de l'armée après les événements de 2011. Une délocalisation qui traduit la ferme volonté de la hiérarchie militaire de consolider et de célébrer officiellement le retour à l'harmonie sociale et aux relations de confiance réciproque entre les militaires, les paramilitaires et les populations de manière générale et particulièrement à Bobo-Dioulasso. Pour ce 54e anniversaire des Forces armées nationales, la réflexion portera sur le thème « Contribution des Forces armées nationales au développement des collectivités territoriales ». Il s'agit à travers ce thème de trouver les voies et moyens pour une meilleure implication des Forces armées nationales au développement local. Ce thème donne donc l'opportunité aux Forces armées nationales de mettre en évidence les actions qu'elles posent au profit des populations, mais surtout d'exalter leur démembrement, de s'impliquer davantage dans le processus de développement des collectivités dans lesquelles ils sont implantés. Dans cette lancée, les plus hautes autorités militaires projettent mettre en place d'ici à 2025 une armée soudée, performante, en conformité avec les ambitions et les défis du Burkina Faso et objet de fierté nationale. Avant cette conférence de presse, les militaires et les civils se sont retrouvés pour communier dans le cadre de cet anniversaire. C'était à l'occasion d'un concert mardi dernier, un concert qui a connu la participation de troupes de danse militaire et civile. Ali Traoré, toujours sur place à Bobo. 54 ans pour les forces armées nationales. L'événement se commémore à Bobo-Dioulasso à partir de ce 1er novembre sous le thème « Contribution des forces armées nationales au développement des collectivités territoriales ». Et déjà, l'ambiance se fait sentir à travers ce concert initié par l'association Citala. Loin des casernes et des armes, ces militaires avec en tête leur premier responsable ont sonné le rassemblement ici à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso. L'idée nous est venue d'accompagner les forces armées nationales pour le 54e anniversaire, juste pour une fois de plus réitérer en fait l'armée, sinon rejoindre l'armée par la société civile, pour montrer à la société civile que l'armée, que ce soit les militaires, que ce soit les gendarmes, que ce soit tous les corps habillés, viennent de la société civile et ils repartent encore dans la société civile. Sur scène, des troupes artistiques comme Djili Farah de Dioulasoba et Djoula de Komougo ont rehaussé l'éclat de cette soirée. Des artistes musiciens comme Madou Djan et des comédiens n'ont pas marchandé leur participation. J'ai ancien combattant. Ouais, propre. J'ai ancien combattant. Ouais. Ah, voilà, non, nous, nous étions là. Hein? Bon, vraiment, je suis assisté à ce festival-là. Le festival, le spectacle que je suis venu trouver là, je suis très content avec le spectacle. Bon, ce que j'ai vu là, bon, c'était trop cool. J'ai trouvé que c'est bien, c'est très bien. Et puis, on se sent bien ici. J'ai vu des artistes avec de grands talents. Vous avez vu les jeunes, les tout petits, qui ont fait une belle démonstration de danse. Nous avons vu aussi la société civile connectée avec la société militaire. Et vous avez pu filmer, vous avez vu que les gens ont dansé ensemble. Cela augure d'une bonne collaboration. Les forces armées nationales ont donc gagné leur pari, celui de renforcer la cohésion sociale entre civils et militaires à travers ce concert. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.